Bienvenue sur Hospitality On. Nous sommes avec Benoît Jobert, cofondateur de The Babel Community. Donc, je m'appelle Benoît Jobert, j'ai 39 ans et je suis le cofondateur avec Mathieu Brugière du groupe Axis qu'on a créé ensemble en 2004 et qui développe des bâtiments hybrides et notamment deux marques principales que sont The Colivers et plus récemment The Babel Community qui est un immeuble dédié au co-living. D'accord. Est-ce que vous pouvez peut-être nous indiquer comment est venu votre intérêt pour ce secteur et comment vous avez décidé de vous lancer dans le co-living? Bien sûr. Alors, mine de rien, même si on est assez jeune comme groupe, on a déjà 15 ans, on a lancé avec Mathieu en 2004 un concept autour de la colocation, plus précisément une sorte d'agence immobilière spécialisée dans la colocation. On avait identifié que la demande était très forte sur ce marché et que l'offre n'était pas du tout organisée. On s'est positionné finalement comme tiers de confiance sur ce marché-là, en créant une marque qui s'appelle l'Auberge, l'agence de colocation. On s'est développé dans une dizaine de villes en France en forme de franchise. Cette marque-là, entre-temps, a été rebrandée The Colivers. Et l'idée était assez simple, c'est de prendre à bail des grands logements auprès de propriétaires, donc de leur assurer un loyer récurrent, quoi qu'il se passe, d'équiper, d'ameubler le logement, de le redesigner un tout petit peu, de le redécorer éventuellement. En découvrant le marché de la colocation, on a découvert de manière plus globale la problématique du logement des jeunes actifs dans les métropoles, parce que, à notre grand étonnement, la majorité de nos clients étaient plutôt des jeunes actifs plutôt que des étudiants. Les nouveaux arrivants dans la ville, qui par exemple venaient d'obtenir un contrat de travail ou qui étaient en mission temporaire dans une ville, avaient la problématique du logement qu'on imagine bien et avec honnêtement pas d'offre claire sur le marché. Alors on peut toujours aller voir des agences immobilières avec les difficultés qu'on connaît du logement traditionnel et de l'accès au logement traditionnel. Ils pouvaient se tourner vers les appart-hôtels, mais l'appart-hôtel a un certain prix malgré tout. Et on a identifié que sur ce marché-là, aucun opérateur s'était véritablement posé la question ni du besoin du client et n'avait pas construit d'offres vraiment dédiées. Donc, on a commencé par des logements qu'on a reconfigurés en faisant plusieurs T2, T3 compacts, puis des petits immeubles, puis des plus gros immeubles. Avec une particularité, c'est qu'on a commencé à avoir une casquette à la fois d'exploitant et d'investisseur. Donc, c'est ce qui explique aujourd'hui le groupe, c'est que l'une de nos particularités, c'est notamment d'être investisseur ou co-investisseur de nos immeubles, donc d'arriver dans des villes dans lesquelles on explique au pouvoir public que on n'est pas simplement un exploitant qui va prendre à bail pendant une dizaine d'années un immeuble, mais plutôt qu'on s'inscrit dans la durée dans le quartier. Notre client, c'est plutôt quelqu'un qui a, je vais le faire très schématiquement, mais entre 25 et 40 ans, qui arrive dans une ville sans trop la connaître, qui cherche différentes choses, qui cherche à la fois un logement plug and play du jour au lendemain. Il faut qu'il puisse s'installer rapidement et qu'il puisse le quitter rapidement. Donc, il faut que le bail soit assez souple. Ce client-là, il veut du confort. Ce client-là, il veut aussi un peu de convivialité. Il n'est pas contre payer du service, si ce service est plutôt fluide et s'il est pertinent. Quoi, voilà. Donc, c'est ce qui nous a amené petit à petit à améliorer nos bâtiments et à imaginer ce qu'on propose aujourd'hui, qui est la marque phare chez Axis, qui est The Babel Community, donc un bâtiment, on va y revenir, qui mêle à la fois du co-living, à la fois du coworking, un restaurant, une salle de sport, tout ça dans un même lieu. Donc on est passé de quelque chose qui est plutôt immobilier, logement résidentiel, avec cette souplesse pour s'adapter à des personnes qui ont des besoins pour des durées moyennes, à quelque chose qui a plus vocation, qui se rapproche plus de l'hôtellerie, donc avec ses services, cette animation à proximité. C'est ça, exactement. On est parti et ça peut paraître étonnant, mais c'est rare dans le métier, en tous les cas de l'immobilier et du logement traditionnel. On est parti du besoin. On s'est effectivement demandé qu'est-ce que voulait comme type de logement notre client.
Pour bien comprendre, hein, en moyenne, le client chez nous reste 6 à 8 mois. Mmh. Voilà. Donc, on a des clients qui restent 1 mois, hein, mais on a aussi des clients qui peuvent rester plus longtemps. Donc, on a essayé d'imaginer une offre qui est, j'aime à dire, à la croisée des chemins entre le logement traditionnel et tout l'avantage de sentir chez soi, comme du logement traditionnel. À ça, la convivialité qu'apporte la colocation. J'arrive dans une ville, je connais personne, j'ai envie de me faire tout de suite un réseau, j'ai envie de pouvoir ne pas me sentir seul. Et enfin, l'avantage de l'hôtel avec l'expérience client, le service. Et moi, j'aime expliquer à mes collaborateurs, à mon équipe que notre client est un client et c'est pas un locataire, voilà. Et ce qui était assez étonnant dans le marché de l'immobilier, c'est que c'est peut-être l'un des seuls marchés qui ne parle pas de clients et qui parle de locataires. Et je crois que ça en dit beaucoup sur la maturité du marché vis-à-vis de ce qu'attend le client. Jusqu'à présent, on est sur un marché assez déséquilibré dans lequel, parce qu'il y a un manque d'offres, eh bien, on se retrouve avec une inversion de la relation entre le locataire qui prie son propriétaire ou son bailleur ou son agence immobilière de bien vouloir lui louer et qui a oublié d'être exigeant parce que de toute façon, il sait que c'est déjà bien de trouver un logement dans des grandes métropoles. Il ne va pas s'agir d'en demander plus que ça. Voilà. On a essayé de penser des choses différemment. D'accord. Alors du coup, quels sont les services incontournables que vous mettez en plus du logement dans vos résidences? Vous en avez à Marseille, c'est ça? Alors, oui, la première résidence de Babel Community qui a ouvert, elle a ouvert sur un bâtiment qui fait 4000 m² sur la rue de la République à Marseille, et dans lequel on a donc on a ouvert en novembre 2017. On a des appartements, des chambres en colocation. Ça, c'est notre prix d'appel, je dirais, à moins de 600 € par mois. Vous avez une chambre, et comme une chambre d'hôtel, avec votre propre salle de bain, vos toilettes, votre rangement, et 5 chambres se partagent un grand salon avec une grande cuisine équipée. Mais par ailleurs, vous avez aussi des T1 et des T2, des appartements individuels. Et d'ailleurs, ce qui permet une sorte de parcours résidentiel de la part de nos clients. Certains rentrent en chambre en colocation, puis à un moment donné ont envie de passer dans le même bâtiment, de passer dans un T1 ou dans un T2 parce que voilà, ils sentent qu'ils vont rester à Marseille de manière plus durable et qu'à un moment donné, ils ont envie d'avoir leur intimité. Donc ça, c'est 70% de notre bâtiment. Ensuite, on a un espace de coworking, et ça, c'est l'une des forces et l'une des particularités de Babel, c'est que on a voulu mixer un usage co-living avec un usage coworking, ce qui permet d'avoir dans un même bâtiment des gens qui vivent et des gens qui travaillent, et ce qui le rend bouillonnant. Ce qui est assez surprenant quand on rentre dans notre bâtiment, c'est déjà on rentre par le restaurant. Donc ce restaurant-là, lui, est pas réservé qu'à nos clients, hein, il est ouvert sur le quartier. Et on rentre par le restaurant, donc un lieu assez animé, et on continue ensuite à arriver dans le lobby du coworking qui est tout aussi animé. L'un des petits reproches qu'on peut faire aux immeubles uniquement dédiés au co-living, c'est que de 8h du matin à 18h, il ne se passe pas grand-chose. C'est souvent assez vide, assez pauvre en animation. Alors que nous, il y a vraiment ce brassage de gens qui travaillent et qui vivent. Accessoirement, ça fait partie de notre business model, c'est-à-dire que nos équipes sont mutualisées entre cet usage logement et cet usage bureau, et elles vont pouvoir et le matin et le soir répondre à nos co-livers, et la journée être plutôt à disposition de nos coworkers. L'idée, c'est effectivement que nos espaces communs puissent être utilisés au maximum. Le sport, c'est un bon exemple, hein. C'est vraiment un lieu dans lequel nos coworkers vont surtout l'utiliser la journée entre midi et 2, et nos co-livers vont plutôt l'utiliser le soir et le week-end. Voilà. On n'avait pas envie d'avoir des lieux qui soient pas du tout utilisés la moitié du temps. Voilà. Donc ce mélange d'offres permet aussi d'amortir nos espaces, et c'est ce qui est l'une des raisons de notre modèle. Notre modèle, il fonctionne pour deux raisons. À la fois parce qu'on a ce mélange d'offres entre le logement et le bureau, et à la fois parce qu'on a des bâtiments de grande taille qui permettent d'amortir ces espaces communs. Nous, de par l'histoire du groupe, on développait des immeubles de 15, puis 20, puis 25 logements, et on a toujours été un peu frustrés de ne pas pouvoir apporter plus de services à nos clients. Si on veut conserver des tarifs qui soient
plus proche du logement traditionnel que de l'hôtellerie, on n'est pas des magiciens. Il faut qu'on trouve la solution pour rendre les choses rentables. Et pour rendre les choses rentables, effectivement, il y a cette mutualisation des espaces avec nos coworkers. Et puis, il y a le fait d'amortir ces espaces communs et aussi nos équipes sur des gros bâtiments. Donc là, en l'occurrence, le premier, on l'a ouvert en novembre 2017 sur 4000 m². On en a ouvert un deuxième à Montpellier en décembre 2019, donc il y a un peu de 6 mois à Montpellier sur Antigone sur 4000 m² aussi. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, les prochains projets sont plutôt des projets de 7, 8 jusqu'à 14 000 m². Voilà. Dans notre métier, big is beautiful. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que si on optimise bien notre appartement ou notre chambre, si elle est bien pensée, on se sent dans 30 m² comme si on était dans 40. Mais par contre, la concession qu'on a fait sur les quelques mètres carrés de plus qu'on aurait pu se payer dans du logement traditionnel, notre enjeu, c'est d'essayer que la personne ne sente pas déjà qu'elle a quelques mètres carrés de moins, et que ces mètres carrés qu'elle a donnés, qu'elle nous a laissés, on les a mutualisés entre la communauté pour aller créer des espaces qu'ils n'auraient pas eu dans du logement traditionnel. D'accord, très bien. Justement, vous parliez de capacités qui sont aujourd'hui importantes. Quand vous êtes en phase de développement, que vous allez présenter vos projets à des métropoles, des agglomérations, que vous annoncez ces capacités, comment vous vous êtes perçu? Vous devez expliquer le concept, expliquer le pourquoi de cette capacité? Vous avez complètement raison. Il y a un vrai sujet politique. Quand on arrive avec un projet de 10 000 m² dans une commune, ça peut inquiéter, hein, c'est logique. Donc effectivement, on a besoin d'expliquer notre métier. On a besoin d'expliquer, d'autant qu'il est assez nouveau. Petit 1, on n'est pas en concurrence avec de l'hôtel. Ça, c'est très important, puisqu'une fois de plus, nous, on loge les gens au mois, et en moyenne, il reste 6 à 8 mois. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, on apporte une solution qui n'existait pas sur le marché. Et ça, c'est un élément, à notre sens, d'attractivité pour un territoire. L'enjeu d'un élu, c'est d'essayer d'attirer les entreprises sur ce territoire. Et en ça, il est concurrent avec d'autres territoires. Et nous, on pense que l'enjeu du logement des salariés, des nouveaux arrivants, c'est quelque chose qui va le rendre plus ou moins attractif par rapport à d'autres territoires. Donc, on a besoin d'expliquer aux élus ce qu'on apporte, parce que sur le papier, effectivement, on arrive avec des tailles critiques qui sont quand même assez importantes. L'autre sujet, c'est que on est en train d'avancer. On a un partenaire depuis. On a en ce moment 2 nouvelles résidences qui sont en construction, une à Grenoble et une deuxième à Marseille, dans les anciennes galeries Lafayette de la rue Saint-Ferréol. Et sur ces 2 opérations, on est suivi par la Caisse des dépôts. Et ça, c'est aussi un élément important, c'est qu'on arrive avec un associé qui s'appelle la Caisse et qui a voulu travailler avec Babel parce qu'elle a compris à la fois ce qu'on apportait pour un territoire et à la fois qu'on était capable de s'inscrire parfois en hyper centre-ville et d'aider un quartier à revitaliser. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on revitalise tout un quartier. En tous les cas, on participe à l'animation d'un quartier. Et ça, c'est un élément supplémentaire qu'on apporte aux villes. D'accord. Alors peut-être réellement moins réjouissant aujourd'hui. On sort d'une période compliquée. Enfin, on est toujours dans une période compliquée liée au Covid. Comment vous avez traversé ou vous traversez cette crise? Est-ce que vos résidences ont été beaucoup impactées ou... On a souffert comme beaucoup, mais pas sur tous les métiers. Donc, le co-living, la grande chance, c'est 70% de notre offre, on a été quasiment pas impacté. Certains de nos clients ont été confinés dans nos résidences, d'autres ont choisi de se confiner ailleurs, mais en tous les cas, ont en règle générale pas rendu leur appartement parce que savaient que, avait l'intuition que tout ça durerait un court laps de temps. Pour ceux qui ont été confinés, c'était pas évident parce que on leur a finalement apporté on n'était pas complètement au rendez-vous de l'offre qu'on leur avait vendue. C'était Babel sans l'âme de Babel, donc heureusement que ça n'a pas duré parce que je pense qu'ils n'y ont pas, à un moment donné, ils y trouvaient moins leur compte qu'avant le confinement. Mais toujours est-il qu'ils sont, pour beaucoup, restés confinés chez nous. Donc ça, je dirais, grande résilience pour le marché du co-living.
Sur le coworking, il y a 2 types d'offres chez nous. Vous avez des open space et pas mal de bureaux fermés. Les bureaux fermés, nos espaces de coworking sont restés accessibles. On a simplement fermé les open space, donc remboursé nos clients pendant cette durée-là sur les open space. Là où on a été impacté, c'est surtout sur le restaurant, hein, qui est une business unit importante pour nous, et également sur une offre qu'on développe de plus en plus, qui est une offre de séminaire. Donc, on a eu beaucoup d'annulations sur des événements qui étaient prévus. Donc, sur la partie, ce qu'on appelle événementielle chez nous, elle a été aussi un petit peu stoppée et elle a un peu du mal à reprendre cette partie-là. On commence à avoir pas mal de réservations pour le mois de septembre, mais bon, jusqu'au mois de septembre, je pense que la partie événementielle est quand même bien touchée. Voilà. Le gros, à savoir le co-living, et c'est ce qui est le plus rassurant, n'a pas été trop impacté. Là où on a aussi été impacté, disons-le, ce sont sur nos chantiers qui sont en cours et qui ont pour les 2 principaux chantiers qu'on a actuellement, été arrêtés pendant plus d'1 mois et demi. Voilà. D'accord. Et justement, si on parle de ces perspectives, combien vous avez de résidences en projet? Est-ce que vous imaginez faire évoluer votre concept pour les adapter à chaque ville? Donc notre objectif, nous, c'est 25 résidences pour 2025, avec les principales villes françaises, avec pour certaines villes 2 voire 3 résidences possibles. Alors oui, l'idée c'est d'essayer d'avoir un produit qui soit dans lequel nos clients peuvent passer d'une résidence à l'autre sans être trop perdus. Donc il faut que notre offre, en règle générale, on la retrouve dans ces grands principes. Mais évidemment, il y a de l'adaptation. On fait beaucoup de réhabilitation d'immeubles anciens. Donc, déjà, ne serait-ce que le bâtiment en lui-même peut nous imposer des adaptations. Et puis, même, en tous les cas, nous, dans nos restaurants, par exemple, travailler des produits locaux. Donc, on n'aura pas la même carte à Grenoble qu'on a à Montpellier ou qu'on aura à Lille. Voilà. Et on fait travailler des équipes locales, des chefs locaux. Donc, non, il y a une patte locale. Mais notre appartement de Marseille ressemblera peu ou prou à notre appartement de Grenoble et notre bureau de Lille à celui de Bordeaux. Voilà. Maintenant, les espaces communs sont à chaque fois confiés à des architectes différents, des décorateurs différents, et le restaurant évolue évidemment en fonction de la ville dans laquelle on se retrouve. Je pense que c'est important aussi d'avoir une patte locale. Voilà. Donc, 25 résidences pour 2025, c'est quand même un gros enjeu. Ambitieux, ouais. Voilà. C'est bien. On profite de 2 choses, à la fois d'avoir des partenaires solides et à la fois d'avoir un marché qui est évidemment très important. On se considère pas comme des hôteliers, mais en tous les cas, on essaie de s'inspirer de ce que fait l'hôtellerie et des belles des belles réalisations des hôteliers sur un marché qui est un marché beaucoup plus traditionnel, qui est le marché du logement. Et on en apprend tous les jours, voilà. Et d'ailleurs, notre équipe s'étoffe de gens qui ont travaillé dans l'hôtellerie, qui ont travaillé dans les grands groupes hôteliers. Voilà. Non, mais effectivement, de toute façon, d'une manière générale, on voit qu'il y a quand même une mixité des frontières qui s'atténuent, et c'est très bien qu'elles s'atténuent entre le logement et l'hôtellerie, et de faire rentrer du service dans le logement, et puis inversement, des choses qui sont un peu plus structurées, adaptées au long séjour dans l'hôtellerie. C'est ça. Voilà. Écoutez, merci en tous les cas. Eh ben, merci également.